je vais poser, Monsieur Gomard, voilà, une question très très simple. Je vais tirer une phrase en fait qui est dans l'introduction de votre ouvrage, le dernier, donc Accélération d'histoire. Quand on est en Méditerranée, on se sent puissant. Quand on est en mer de Chine, on se sent petit. Donc c'est une phrase qui est dite par un commandant de bord, si je me souviens bien, de la marine française. Est-ce que finalement, c'est pas un petit peu une bonne métaphore d'une Europe aujourd'hui qui est un peu à la remorque d'une nouvelle donne? Bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si c'est une métaphore de l'Europe, mais c'est effectivement un propos qui m'a marqué parce que j'ai écrit ce livre après avoir embarqué sur la Lorraine en mer de Chine au début juillet 2023. Et cette phrase est venue spontanément au cours d'une discussion où je me suis rendu compte que pour des marins français, opérer en Méditerranée, c'était au fond très naturel. Parce qu'il y a l'OTAN, il y a des habitudes, c'est évidemment nos approches. Et en revanche, effectivement, être en mer de Chine, il y a un caractère beaucoup plus exceptionnel. Même si, en fait, le paradoxe, c'est que quand on fait un petit peu d'histoire, la marine française a été à un moment très présent en mer de Chine. Je ne sais pas si le nom de l'amiral Courbet résonne chez certains d'entre vous, mais voilà, c'était un héros national qui précisément avait gagné une bataille avec des pertes importantes, mais avait gagné une bataille dans le détroit de Formose, en mer de Chine. Et donc c'est ce contraste qui m'a intéressé, c'est-à-dire à la fois la situation actuelle éprouvée par un officier et le fait que nous avons fait une prise d'armes à la mémoire de l'amiral Courbet, l'équipage ignorant complètement qui était l'amiral Courbet en réalité. Donc c'est effectivement la phrase d'une certaine manière à mon avis concerne plus la marine française que l'Europe à proprement parler. Après, votre question est évidemment très importante, c'est où se situe l'Europe à l'échelle globale. Ça, c'est une question sur laquelle effectivement je réfléchis à travers les différents livres, et en particulier comment l'Europe se situe-t-elle dans cette rivalité sino-américaine qui est très structurante et autour de laquelle je pense le système international s'organise désormais. Alors, vous, dans votre livre, toujours, vous parlez quand même un peu d'une nouvelle donne à travers ce mot accélération. Comment qualifier justement cette nouvelle donne? Est-ce que c'est finalement des blocs régionaux qui n'ont un peu presque sans foi ni loi, si je puis dire, la fin du respect du droit international? Est-ce que c'est plutôt la question des interdépendances économiques? Qu'est-ce qui est finalement le plus significatif de cette nouvelle donne? Alors, le choix du mot accélération pour le titre vient de l'expérience de cet embarquement parce que à un moment, le commandant a décidé d'accélérer. Donc, on a navigué pendant presque plus de 18 heures à 27 nœuds pour 3 raisons qui étaient d'une part de devancer un typhon, ensuite de semer un bateau chinois qui marquait la Lorraine depuis Manille, et enfin de rejoindre un ravitailleur américain. Donc c'est une décision tactique de commandement, mais j'y ai vu le reflet d'une configuration beaucoup plus large avec l'intégration de la dimension environnementale, un sujet sur lequel je travaille beaucoup, la dimension de rivalité sino-américaine que j'évoquais, et puis également le côté, on a un système d'alliance, comment fonctionne-t-il en mer de Chine. Donc ça c'est le mot en fait qui m'est apparu après cette expérience de retour à terre, c'était vraiment cette impression d'accélération, parce que quand vous êtes en mer de Chine, j'y avais évidemment jamais été, vous vous rendez compte qu'en fait c'est une zone où on n'est plus dans l'observation, mais où toute action militaire provoque une réaction militaire. Et ça nous semble très loin, ça nous semble presque exotique. Or, en réalité, je considère que ce qui se passe en mer de Chine, compte tenu de la densité du flux maritime dans cette région, au fond le centre, le système monde s'est déplacé vers l'Asie-Pacifique et en particulier vers la mer de Chine, fait que s'il se passe quelque chose en mer de Chine, ça aura fatalement des incidences pour l'Europe. Il suffit de voir par exemple ce que les actes de piraterie en mer Rouge provoquent pour les approvisionnements européens et d'imaginer
une tension dans le détroit de Taïwan pour se rendre compte de ce que ça pourrait produire. Donc ça, c'est si vous voulez, c'est un peu l'expérience personnelle. Et de ce terme d'accélération, je suis venu à une définition très simple, qui est de dire, en fait, l'accélération, c'est la multiplication des actions délibérées, intentionnelles, de différents acteurs pour modifier le rapport de force. Une autre manière de le dire, peut-être moins théorique et plus immédiate, c'est que, en fait, les Européens sont en train de redécouvrir que d'autres acteurs ont des plans, ourdissent des plans, préparent des plans et cherchent à les mettre en œuvre. Et peut-être que la question, ce qui permet de faire écho à votre première question, c'est que l'Europe a-t-elle un plan, en fait ? Et la réponse qui vient assez spontanément, c'est probablement pas. Ou alors il n'est pas partagé, il n'est pas élaboré. Et on a une Europe qui, de ce point de vue-là, est un peu désarmée, à la fois en termes militaires, on y reviendra probablement, mais dirais-je intellectuellement, par rapport à des acteurs qui veulent, de manière tout à fait, encore une fois, intentionnelle, modifier le rapport de force en leur faveur. Mais juste pour rebondir quand même sur ces plans, c'est quand même au mépris du droit international. Quand même, c'est quand même ça aussi un peu la nouveauté quand même, Monsieur Gomard. Alors là, ça, ce point est tout à fait crucial. Vous avez raison de le soulever. C'est-à-dire que effectivement, on est rentré, à mon avis, dans une phase de haute turbulence, précisément parce que des pays garants de l'ordre international, et en particulier les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, dont la vocation première est précisément la gestion des crises, des conflits. Je rappelle, le Conseil de sécurité, vous avez 5 membres permanents, puis 10 membres qui, avec une rotation. Les 5 membres permanents bénéficiant d'un droit de veto, et que ce droit de veto est de plus en plus systématiquement utilisé depuis 2013, depuis la Syrie, d'abord par la Russie, ensuite par la Chine, par les États-Unis aussi sur un certain nombre de dossiers, dont le dossier israélo-palestinien, avec pour conséquence de bloquer le Conseil de sécurité dans son rôle de gestion de crise. Et effectivement, ça aboutit à une situation où des principes aussi élémentaires de droit public international que l'intangibilité des frontières ou l'intégrité territoriale ne sont plus respectés. Et en particulier par la Russie en Ukraine. Donc ça donne une situation où la grande question, et c'est effectivement décisif pour l'Europe, parce que l'Europe fait de la défense du droit public international presque l'alpha et l'oméga, en quelque sorte, de sa vision du monde. Et ça renvoie une réflexion peut-être plus large, qui est la dialectique entre la force et le droit. Pascalienne par excellence, c'est-à-dire que le droit sans la force n'est rien et la force sans le droit est arbitraire. Mais nous avons aussi pu avoir ce principe de défense du droit parce qu'il y avait des moyens de le mettre en œuvre, de le défendre. Et que le rapport de force global se modifiant, ces moyens d'un point de vue européen et si on l'élargit d'un point de vue occidental, se réduisent. Justement, ça nous amène naturellement vers quelque chose qui est plus près de nous que la mer de Chine, une force géopolitique, en insistant sur le mot force, qui agresse avec une violence qu'on n'a pas connue en Europe depuis très longtemps. Je parle de la Russie en Ukraine. Et je voudrais qu'on consacre quelques minutes, que vous parliez effectivement de l'Ukraine, de la Russie, de l'Europe aussi, par rapport à ce problème qu'on redécouvre, j'imagine, c'est-à-dire la guerre, la force. La première question que j'ai envie de poser comme ça, c'est est-ce que l'Ukraine peut gagner ? On a tendance à souvent dire le contraire. Donc Oui, moi je pense que en matière de conflit, la première chose, c'est que c'est tout sauf tranché noir ou blanc en fait. Donc je ne sais pas répondre à cette question et parce que je ne saurais pas vous définir à ce stade ce qu'est une victoire ukrainienne et ce qu'est une victoire russe.
La victoire ukrainienne, ça serait de recouvrer l'intégrité territoriale du pays dans les frontières de 1991, c'est-à-dire Crimée incluse. Bon, ça semble très difficile à envisager aujourd'hui compte tenu de l'état de la situation militaire d'une part et de la profondeur stratégique dont l'Ukraine bénéficie. Cela étant, moi j'ai l'habitude de dire que sur cette guerre d'Ukraine, on a deux très fortes asymétries. La première asymétrie, c'est une asymétrie de moyens, avec une profondeur stratégique des moyens militaires, des moyens humains qui sont défavorables à l'Ukraine par rapport à la Russie. Tout simplement, une Ukraine qui était à 50 millions d'habitants en 1991, 42 en février 2022 et aujourd'hui qui doit être autour de 32. Et puis de l'autre côté, une Russie qui est également en déclin démographique, mais enfin, qui a 140 millions d'habitants. Donc il y a, pour le type de guerre d'attrition à laquelle la Russie et l'Ukraine se livrent, eh bien évidemment, c'est un avantage très important pour la Russie. Et puis également, en termes de moyens, d'armement, de munitions, on a une Ukraine qui dépend du soutien apporté par les Occidentaux, lequel soutien est en train de se tarir parce qu'il ne vient plus des États-Unis, alors que vous avez côté russe un appareil militaire qui s'est reconstitué depuis au fond 2014. Donc ça, c'est une asymétrie qui est très défavorable à l'Ukraine aujourd'hui. Et l'autre asymétrie, c'est l'asymétrie de volonté. C'est-à-dire que la différence entre les Russes et les Ukrainiens, de mon point de vue, c'est que la jeunesse russe ne se précipite pas pour recoloniser le Donbass. Et qu'à l'inverse, les Ukrainiens ont très bien compris que ce qui se jouait derrière les termes de dénazification et de démilitarisation utilisés par le Kremlin, c'est la question de leur asservissement, tout simplement. Et donc, de ce point de vue-là, ils n'ont pas le loisir, le luxe d'être fatigués. C'est existentiel pour eux. Et c'est une différence assez fondamentale, en réalité, qui conduit à souligner que nous sommes à plus de 700 jours d'opération militaire spéciale d'un point de vue russe. C'est-à-dire qu'il y a une mise en échec de la Russie, laquelle pensait que Kiev tomberait en quelques jours et que le président Zelensky ferait comme le président Yanukovych ukrainien, s'enfuirait. Bon. Donc la surprise stratégique, elle n'a pas été, pour moi, dans l'agression de l'Ukraine par la Russie, elle a été dans le niveau de résistance ukrainien. Je rappelle que la plupart des commentaires militaires en février 2022 indiquaient que l'Ukraine allait s'effondrer de la même manière que les mêmes a ensuite indiqué que la contre-offensive ukrainienne allait forcément réussir. Donc il faut en la matière faire preuve, à mon sens, de prudence. Le deuxième élément, c'est que les choses n'ont pas commencé en février 2022. C'est quelque chose sur lequel j'insiste et dont je parle dans le livre, c'est que en fait, nous sommes à 10 ans de guerre d'un point de vue ukrainien. Les choses ont commencé en février 2014 par l'annexion de la Crimée et la déstabilisation du Donbass, que nous avons volontairement sous-estimé et que nous avons pensé pouvoir régler par un processus diplomatique sous l'initiative franco-allemande, dans le processus de Minsk. Mais en réalité, entre 2014 et 2022, vous avez eu à peu près 15 000 morts côté ukrainien. Et donc, c'était ce que nous voyons comme quelque chose de très lointain, comme une sorte on appelle ça une forme de conflit gelé, ne l'était pas du tout. Et que pendant ces 8 années, la Russie, qui avait déjà annexé en 2014, s'est préparée pour repasser à l'offensive 8 ans plus tard. Et donc ça doit aussi nous être un indicateur sur l'horizon de temps. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'en fait, malheureusement, et évidemment, n'y voyez pas, comment dirais-je, une sorte de satisfaction à dire ça, c'est évidemment le contraire, mais quand on parle de conflit, on parle au minimum d'une génération. Et donc, l'horizon de temps, à mon avis, qu'il faut avoir à l'esprit, c'est 2014-2034, à minima. Donc, nous sommes dans une sorte de mi-temps, avec en réalité une situation, quand on voit les choses ainsi, on lit la guerre d'Ukraine différemment. En 2034, Vladimir Poutine aura 81 ans.
Et 10 ans, c'est au fond aussi une question qui se pose de manière assez fondamentale, pour faire écho là encore avec votre première question, sur où en seront les Européens avec cet horizon de temps de 2034. Voilà. Je mets cette chronologie sur la table parce que je pense que nous avons voulu lire cela comme quelque chose de lointain, d'éloigné, comme quelque chose qui ne nous concernait pas, et je pense précisément le contraire. Donc, justement, par rapport à l'agresseur qui est la Russie, on sait ce qu'il fait. Je ne suis pas sûr qu'on sache ce qu'il veut et ce qu'il pense d'ailleurs de son environnement, les raisons de ses actes. Vous dites souvent, à juste titre, vous rappelez qu'il veut agresser l'Occident collectif, c'est le mot qu'il utilise. Quels sont ces projets, selon vous, au-delà d'annexer une partie, voire l'intégralité du territoire ukrainien? Quels sont ces projets? J'ajouterais aussi, parce que vous dites aussi qu'il y a quand même derrière une volonté peut-être de continuation de la grande guerre patriotique. Donc, ce qui est aussi je dirais, un lien avec l'histoire aussi qui est à souligner, en fait. Alors ça, c'est évident, c'est-à-dire que la religion d'État de la Russie de Vladimir Poutine, c'est la continuation de la Grande Guerre patriotique. Cette continuation se greffant sur ce qu'on pourra appeler la combinaison de la mémoire blanche, la mémoire impériale de la Russie. Et donc il a fait un certain nombre, au cours de ses précédents mandats, d'actes de mémoriel en ce sens, avec la mémoire rouge, la mémoire soviétique. Et donc ça donne en réalité, à mon avis, trois choses. La première, c'est un projet néo-impérial élaboré sous le concept de Novaya Rossiya, c'est-à-dire les terres d'empire qui n'ont pas de limites dans sa définition, et qui inclut évidemment l'ensemble de l'Ukraine, en particulier Odessa, mais qui, quand on lit certaines de ces déclarations, inclut évidemment la Finlande ou la Pologne. La deuxième chose, c'est que effectivement, il y a un antagonisme idéologique qui s'est construit progressivement, sur lequel on pourra revenir, d'hostilité affichée à l'Occident collectif, accusé de tous les maux, et en particulier celui de ne pas avoir tenu compte des intérêts de sécurité de la Russie après l'effondrement de l'URSS. Bon, donc ça, c'est un point toujours à garder à l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a une volonté d'une Russie qui, historiquement, et c'est très prononcé avec Vladimir Poutine, se voit toujours comme étant menacée par ce qui vient de l'Ouest. C'est pas propre à la période de l'OTAN, ça remonte au XIIIe siècle, ou même avant à certains égards. Et c'est très, très profond dans la culture stratégique russe, et c'est évidemment ravivé. Et puis, il y a une troisième chose, je pense qu'il y a une sorte de fantasme chez Vladimir Poutine, qui est celui d'un nouveau Yalta, c'est-à-dire d'une sorte de vision du monde par sphère d'influence, et donc par rapport à une organisation basée sur le droit international tel que nous le concevons, l'idée sur laquelle, au fond, ce système est révolu, parce que l'Occident a perdu son hégémonie, et que le rôle historique de la Russie de Vladimir Poutine, tel qu'il le conçoit, c'est d'être dans une sorte d'avant-garde conservatrice, avec un conservatisme très particulier, et en même temps comme étant le principal acteur accélérant, là aussi, la désoccidentalisation du monde. C'est au fond, à mon sens, les trois choses que Vladimir Poutine recherche. Oui. Non, quelle réponse, au fond, c'est la question qu'on se pose tous, je crois, y compris en tant que journaliste. L'Occident, quelle réponse? Donc, nous avons un président
qui dit qu'il faut exclure aucune option. Il est question, notamment par la bouche d'Emmanuel Macron, d'aller vers une économie de guerre. Donc ce terme est souvent utilisé dans le débat. Donc augmenter les moyens de la défense, etc. Vous pouvez commenter déjà cette idée, comme ces idées ont été présentées, il faut exclure aucune option, donc c'est-à-dire envoyer éventuellement les troupes en Ukraine. Deuxièmement, économie de guerre. Et plus largement, que faire, monsieur? Что сделать, on dit en russe, hein, c'est la fameuse phrase de Lénine. Bon, une bonne part de mon travail, là vous mentionnez mon rôle à l'IFRI, une bonne part de mon travail à l'étranger est d'essayer d'expliquer la pensée présidentielle. C'est une mince affaire. Hein. C'est une sorte d'herméneutique en elle-même, en fait. Donc, on pourra en parler assez longuement, d'ailleurs, de la manière, la communication présidentielle. C'est un sujet en soi. Donc, je vais commencer par l'économie de guerre, terme qu'il utilise pour la première fois en juin 2022, qui consiste fondamentalement à demander à ce qu'on appelle la BITD, la base industrielle de technologie et de défense, de produire plus et moins cher. Et il le dit dans un moment de préparation de ce qu'on appelle la loi de programmation militaire, qui est le cadre législatif 2024-2030, où on essaie justement de prévoir les grands programmes d'armement. Alors c'est très important, pourquoi? Parce qu'en réalité, l'économie de guerre est un trompe-l'œil. Il n'y a pas d'économie de guerre aujourd'hui. Je vais y revenir, mais ce qui est très important avec Emmanuel Macron, et ce sur quoi je pense qu'il se distingue de ses prédécesseurs, c'est qu'il a décidé de manière tout à fait délibérée et à mon avis juste de relancer la dépense militaire en 2017. Alors que ses précédents prédécesseurs, et notamment les forces politiques qui aujourd'hui critiques, se sont employés à diminuer la dépense militaire de manière extrêmement significative. Et ça renvoie à une réflexion plus large qui est que les Européens ont fait un choix historique qui se comprend par le succès de la construction européenne, laquelle est un projet de paix et de réconciliation, qui les a conduits à désarmer depuis les années 70, en tendance. Ils sont à 3-4% de PIB de dépenses militaires au début des années 70, et ils sont aujourd'hui entre 1,5 et 2%. Donc on est à 2 générations, de manière structurelle, de désarmement en Europe, qui s'explique par la chute de l'URSS, les dividendes de la paix, et ça aboutit à une situation dans laquelle on considère, c'est le grand succès de la construction européenne, mais dans laquelle on considère que la paix fait presque partie de l'acquis communautaire, dirais-je. La difficulté dans laquelle les Européens se retrouvent, c'est qu'ils ont continué à désarmer après le 11 septembre 2001, là où les autres acteurs stratégiques ont réarmé massivement, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, l'Iran, la Turquie, l'Arabie Saoudite, etc. Donc vous avez d'un côté 2 générations de désarmement et de l'autre une génération de réarmement très rapide. Bon. Ce qu'on redécouvre avec cette notion d'économie de guerre, ça renvoie, moi j'ai fait ma thèse avec Robert Frank qui avait fait lui-même sa propre thèse sur le prix du réarmement français 1936-1939, et donc j'ai relu sa thèse et c'est tout à fait fascinant de voir que décision de réarmer en 1936, l'appareil productif n'arrive pas à absorber les choses, et que le réarmement matériel ne s'accompagne pas d'un réarmement intellectuel au sens d'adaptation des doctrines. La grande difficulté, c'est que ce qu'il faut rendre au président Macron, c'est qu'il interrompt ça de manière tout à fait délibérée en 2017, et en ce sens, il est en avance par rapport aux autres dirigeants européens, et il le fait encore une fois à l'encontre de ses prédécesseurs français, et on redécouvre qu'on ne rattrape jamais en période de crise aiguë des décennies de désarmement structurel. Et c'est le problème aujourd'hui dans lequel nous sommes. Et on redécouvre
que la dégradation de l'environnement stratégique est toujours beaucoup plus rapide que les tentatives pour s'organiser. Donc ça c'est l'arrière-plan, à mon avis, à avoir à l'esprit. Alors ensuite, l'économie de guerre qui avait cette finalité, pourquoi est-ce un trompe-l'œil ? Tout simplement parce que nous avons un modèle qui s'est construit sur ce principe d'érosion, et donc les industriels de l'armement sont restés dans une logique échantillonnaire, c'est-à-dire que pour un pays comme la France, on essaie de tout faire à peu près, mais en très très petite quantité. Et on est très déstabilisé intellectuellement de voir que deux pays vieillissants, l'Ukraine et la Russie, se livrent une guerre d'attrition à la fois parfaitement archaïque et futuriste. C'est-à-dire que vous avez à la fois des tranchées et puis en même temps de l'intelligence artificielle qui fait que vous avez ce qu'on appelle une sorte de transparence du champ de bataille. Bon. Ben ça, on ne l'avait pas du tout intégré intellectuellement. Donc depuis février 2022, il y a une sorte, non pas de panique, mais d'interrogation assez fondamentale sur les modèles et puis sur les efforts à faire en termes d'économie de guerre. C'est-à-dire que ce que signifie aussi ce terme, c'est que notre sécurité, ça me permet de répondre ensuite sur cette fameuse formule du président Macron, c'est que ce que demandent les Ukrainiens aujourd'hui, c'est pas des hommes. Ce qu'ils demandent, ce sont des armes et des munitions, lesquelles se sont en très grande partie interrompues depuis janvier 2024, puisque les États-Unis ont cessé ou ont tari leur soutien à l'Ukraine. Et donc, quand le président de la République a cette formule, je l'explique par le contexte, d'abord avant les élections russes, en Russie, les élections présidentielles en Russie, mais c'est un message aussi, c'est une anticipation de ce que tout le monde redoute, c'est-à-dire le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, qui pose la question de est-ce que les Européens, par eux-mêmes, seraient capables de se substituer à l'effort de soutien apporté par les Américains. Et la réponse aujourd'hui, à mon sens, avec cette notion d'économie de guerre, et c'est pour ça qu'il privilégie le terme de sursaut à celui d'endurance, ça serait un effort considérable pour les Européens. Et je pense que quand il utilise ce terme, c'est probablement pour indiquer que ça peut être des questions très très douloureuses que nous aurons à nous poser à partir de novembre prochain. Justement, je voudrais rebondir un peu aussi sur ces propos. Il y a une formule qui a été souvent utilisée aussi bien à l'Assemblée nationale, mais aussi par le président lors de sa prestation, de son entretien devant les caméras de télévision. Il parlait même de guerre, enfin de moments existentiels en fait, même pour l'Europe. Est-ce que l'avenir de l'Europe se joue aussi à travers ce conflit entre l'Ukraine et la Russie ? Et donc, est-ce que, même, on a utilisé le mot aussi réarmement, est-ce que psychologiquement, c'est un mot que vous avez souvent utilisé, est-ce qu'on est prêt aussi psychologiquement à cette nouvelle donne, en fait Bon. L'importance du moment, si vous voulez, dans le livre, j'utilise une phrase qui m'a beaucoup frappé de Jean-Marie Guéhenno, que je trouve très juste. C'est très troublant parce qu'on suit ça sur les réseaux sociaux de manière voilà, on voit des gens, des drones tomber, on regarde ça presque communément, mais on a le spectacle de la guerre. Pas la guerre, ce sont les Ukrainiens. Il y a 3 pays qui sont en guerre, l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie. Il y a un moment historique pour la raison que j'indiquais, c'est-à-dire que si, à mon sens, et je pense que c'est aussi le raisonnement présidentiel en l'espèce, si les Européens laissaient l'Ukraine à son sort après une élection de Donald Trump, c'est l'implosion immédiate de l'Union européenne, parce que des pays comme la Pologne ou les pays baltes, eux se considèrent déjà être les prochains sur la liste. Et donc, ça serait la fin de toute ambition stratégique européenne, avec néanmoins des choses, à mon avis, très difficiles à anticiper pour nous, en particulier en France, c'est qu'on peut tout à fait imaginer une situation, Donald Trump élu, où des forces politiques traditionnellement hostiles aux États-Unis et favorables à la Russie, suivez mon regard,
s'alignerait du jour au lendemain sur Washington. Parce que Donald Trump déciderait de régler le problème en 24 heures comme il avait promis de le faire pour la Corée du Nord. Ça, c'est une situation dont il faut y réfléchir parce qu'elle est pas impossible du tout. C'est évidemment le pire scénario pour les Ukrainiens. Et c'est à mon avis très très lourd de conséquences pour l'Europe. Alors après, sur l'aspect psychologique, est-on prêt à cela? La réponse est évidemment non. C'est tout à fait surprenant de voir que vous avez, quand vous regardez les sondages d'opinion, une opinion qui reste avec une érosion lente, mais qui reste très en soutien à la cause ukrainienne à plus de 60%, même si ça diminue lentement. Et en revanche, les sondages sur cette formule, parce que ça a été présenté comme les gens sont représentés les choses comme... les réflexes historiques sont quand même parfois très troublants. C'est-à-dire qu'on se dit, est-ce qu'on est en 1914 ? Est-ce qu'on est en 1938 ? Est-ce qu'on est en 1962 ? Et donc, vous voyez déjà la mobilisation générale, etc. Je ne pense pas du tout que c'est ce que le président avait en tête, parce qu'on en serait incapable. En revanche, ce qu'il a en tête, c'est de dire deux choses. D'abord, à la Russie, de dire on augmente le coût et que dans le discours, on soutient l'Ukraine. Alors, le problème que ça pose, c'est le décalage, à mon sens, entre une forme de maximalisme politique et de minimalisme militaire. La deuxième chose, c'est de préparer probablement les autres partenaires européens à un effort supplémentaire dans le cas de figure de la réélection de Donald Trump. Je voudrais faire référence à un autre type d'acteur diplomatique, c'est-à-dire le chef du Saint-Siège, le pape François, qui a des idées aussi. Il pense qu'il faut négocier. Il y a quelques semaines, le 9 mars, a été diffusé les images du pape donnant une interview à un média suisse. C'était en réalité un entretien qui avait été réalisé déjà le 2 février. Nous sommes nombreux à avoir retenu les paroles du pape. Il a dit « Le plus fort est celui qui voit la situation, qui pense au peuple et qui a le courage du drapeau blanc », c'est-à-dire de négocier. Et aujourd'hui, on peut négocier avec l'aide des puissances internationales. Il a parlé notamment de la Turquie. Il y en a. Le verbe négocier est un verbe courageux. Quand on voit qu'on est vaincu, que les choses vont mal, il faut avoir le courage de négocier. Monsieur Gomard, qu'en pensez-vous ? Alors, vous n'ignorez pas qu'il y a un certain nombre de catholiques dans la salle. Et vous n'ignorez pas que je suis chroniqueur dans la revue Études. Je ne l'ignore absolument pas. Moi, je pense que c'est une déclaration qui a été très appréciée à Moscou. Ça, c'est le premier point. Et pas en Ukraine, parce qu'il y a eu des protestations officielles, qu'on peut le rappeler quand même. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment qu'il y aura une négociation à un moment ou à un autre. Parce que la perspective, encore une fois, de voir, l'hypothèse que Vladimir Poutine décide, touché par la grâce, de retirer ses troupes, est improbable. Et deux, que les Ukrainiens, avec les moyens dont ils disposent, retrouvent l'ensemble de leur intégrité territoriale, est aussi improbable. Bon. Donc oui, il y aura négociation. Mais ce qui m'a effectivement surpris dans la déclaration du pape, c'est que ça donne l'impression de donner une prime à l'agresseur. Et je pense que c'est un peu au cœur, au fond aussi de la lecture qu'on peut avoir de l'Ukraine, sans magnifier l'Ukraine et son système politique, etc. On pourra en parler. Mais je suis parfois surpris, si vous voulez, dans les discussions que je peux avoir dans différents milieux dans lesquels j'évolue, en particulier en France, c'est beaucoup moins prononcé outre-Manche, par exemple, d'une forme de « mais au fond, pourquoi l'Ukraine ne capitule pas ? Pourquoi ils se battent ?»
Pourquoi, au fond, ne retournerait-on pas à une situation comme si nous allions, après tout cela, revenir à une situation normale et nous précipiter pour restaurer des liens avec Moscou, ce que beaucoup souhaiteraient. Bon, et ça, à mon avis, c'est quand même un problème assez fondamental sur la manière dont la Russie s'est comportée. Et ça serait évidemment, encore une fois, je pense, une forme de prime à l'agresseur. Et la réponse, au fond, qu'on peut faire au Saint-Siège, c'est qu'en pensent les Ukrainiens. Hein. Alors on le dit souvent, les Ukrainiens décideront le moment venu de ce qu'ils souhaitent faire. Hein. Vous savez, la stratégie, c'est la dialectique des volontés. Donc il y a un moment où peut-être l'épuisement, qui sera le premier épuisé, peut-être qu'aussi on peut imaginer des situations d'arrêt des combats, mais qui seront le plus sûr moyen aussi de se réorganiser. Hein. C'est d'ailleurs ce que l'on craint beaucoup d'un point de vue russe, tout pendant que l'idéologie du Kremlin sera celle qu'on connaît actuellement. Donc moi, vous voyez, j'ai une lecture de déclaration du Saint-Père. Pour tout dire, j'ai été surpris. Alors, Monsieur Gomard, un autre sujet aussi qui est assez bien évidemment important, c'est la question de l'arme nucléaire. Est-ce que ça nous protège encore? Parce qu'on voit bien que de la part du chef du Kremlin, il utilise la rhétorique nucléaire dans son discours. Donc quel est le degré de menace? Comment vous voyez ça? Alors, il y a plusieurs aspects dans votre question. Je considère qu'en termes d'analyse, nous sommes rentrés dans un troisième âge nucléaire. Le premier âge nucléaire, c'est celui de la guerre froide, avec la constitution de ces arsenaux déments, avec le principe du MAD, un mutuel destruction assurée. Le deuxième, donc ça c'est bien connu, des arsenaux, donc on peut détruire je ne sais plus combien de fois la planète, quelque chose de complètement dément. Le deuxième âge nucléaire, c'est l'après-chute de l'URSS avec des programmes de désarmement très importants et en particulier reposant sur des accords russo-américains. Lesquels accords, c'est important de le rappeler, ont permis le désarmement de l'Ukraine. C'est-à-dire que vous aviez des armes nucléaires en Ukraine, auxquelles l'Ukraine nouvellement indépendante a renoncé. Alors elle n'aurait pas forcément pu s'en servir parce qu'elle n'avait pas la doctrine puisque c'était un héritage soviétique, mais enfin ça a pris un certain nombre d'années. Elle a renoncé à ses armements nucléaires au prix d'un financement important des États-Unis et également au prix de garanties de sécurité avec le mémorandum de Budapest qui devait faire en sorte que son intégrité territoriale était garantie par les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie. Donc ça, c'est très problématique parce que une des conclusions à laquelle on arrive assez naturellement, c'est qu'il vaut mieux être puissance nucléaire pour pas être enquiquiné que être puissance non nucléaire ou ayant renoncé à son arsenal, voir la Libye par exemple, ou voir l'Irak par exemple. Et qu'à l'inverse, un pays comme la Corée du Nord, en imposant une marche forcée à son propre peuple, est parvenu en un peu moins de 20 ans à devenir une puissance nucléaire. Donc troisième âge nucléaire, c'est celui en fait de nouveaux acteurs nucléaires. Je pense à la Corée du Nord, je pense au programme iranien, et surtout, chose que j'essaie de décrire dans le livre, un changement de pied fondamental de la Chine, qui est en train de sortir de ce qu'on appelle le principe de stricte suffisance, c'est-à-dire le principe de la dissuasion française, un nombre très limité d'armes, mais suffisante pour faire comprendre à un éventuel agresseur qu'il subirait des dommages inacceptables, ce qui était la doctrine chinoise. Les Chinois sont en train de sortir ça, et c'est le pays aujourd'hui qui produit l'effort nucléaire et balistique le plus important pour doubler son arsenal. Donc ça, si vous voulez, c'est le premier élément de réponse à votre question sur le nucléaire. Le deuxième élément de réponse, et là aussi ce que j'essaie de mettre en évidence dans le livre, en réalité, quand vous regardez les 3 pays les plus sanctionnés au monde par les Occidentaux, c'est-à-dire désormais la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, sont chacun à leur manière porteurs d'une crise nucléaire.
La Russie, parce que sa transgression majeure est, comme membre permanent du Conseil de sécurité, d'avoir de recourir à une rhétorique nucléaire contre un pays non nucléaire, l'Ukraine, pour inhiber les soutiens de l'Ukraine. Et donc on a cette agitation à la fois dans les propos de responsables politiques russes, et puis ce qui est beaucoup plus préoccupant pour moi, vous avez tous les soirs à la télévision russe des talk shows où on explique, tiens, est-ce qu'il faudra détruire Varsovie, Paris ou Berlin? C'est-à-dire qu'une sorte de banalisation de la discussion sur les armes nucléaires qui est en soi, à mon avis, un élément de dégradation très important. L'Iran accélère évidemment son programme nucléaire puisque c'est un des, je dirais, ce sur quoi le régime poursuit des efforts depuis probablement, avant même d'ailleurs l'arrivée de la République islamique d'Iran, il y avait un programme nucléaire. Mais pour les mollahs, c'est décisif. Et ça a été au sommet de l'agenda diplomatique jusqu'à la décision de Donald Trump de quitter ce fameux accord de 2015 qui devait permettre de lever des sanctions contre l'Iran, contre l'arrêt ou la mise sur pause du programme nucléaire. On est complètement sorti de cela. Et puis la Corée du Nord, je le mentionnais, en 2006, les États-Unis ne poussent pas la logique de sanctions parce qu'ils ont besoin de la Chine. La Chine n'exerce pas l'influence qu'elle aurait pu probablement exercer à l'époque sur la Corée du Nord. Et donc on a un pays qui aujourd'hui est une puissance nucléaire. Et comme par hasard, ces trois pays forment une entente militaire en Ukraine, puisque la Corée du Nord fournit en munitions la Russie, l'Iran fournit en système d'armes comme les drones la Russie. Donc vous avez une entente très forte entre ces trois pays. Elle est probablement momentanée, mais enfin, elle existe. Elle donne la profondeur stratégique à la Russie. Et ces trois pays sont de plus en plus dans des relations asymétriques avec la Chine, mais bénéficient d'un soutien politique et diplomatique de la Chine. Puis la troisième partie de la réponse à votre question sur le nucléaire, c'est la situation en France. Une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce livre, c'est que dans les discussions que j'ai pu avoir dans la phase préparatoire de la loi de programmation militaire, dans les discussions que j'ai eues début 2023, je me suis entendu dire, en fait, la France ne sera jamais dans une situation comme l'Ukraine parce qu'elle est puissance nucléaire. Alors je pense comprendre la logique intellectuelle et politique de la dissuasion. Moi, je suis en partie payé pour être vicieux. Donc, je peux aussi imaginer des scénarios de contournement de la dissuasion nucléaire. J'observe que Israël est une puissance nucléaire et se retrouve avec 1400 morts en un jour sur son propre territoire à la suite des attaques terroristes du Hamas. Et donc se considère depuis lors dans un combat existentiel. Donc c'est pour ça aussi qu'à mon avis, il y a une réflexion à avoir sur aujourd'hui l'importance de l'arme nucléaire, réflexion à avoir sur deux plans distincts. Le premier, là je m'appuie sur un texte qui m'a frappé de Louis Gauthier, qui fait ce constat que je partage entièrement, qui est de dire en fait, à partir de 1991 et la chute de l'URSS, vous avez une déconnexion entre les stratégies militaires conventionnelles et les stratégies militaires nucléaires, et qu'on est dans une phase de reconnexion, c'est-à-dire qu'on est obligé de réintégrer cette dimension, en partie à cause de la Russie. Et puis le deuxième aspect, et là aussi ça permet de faire écho à votre question sur la position du Saint-Siège, c'est que vous avez un traité d'interdiction des armes nucléaires pour lequel il y a des campagnes fortes qui sont encouragées, et notamment pour encourager un désarmement. Évidemment, ces campagnes s'observent et sont menées dans des pays comme la France ou le Royaume-Uni, et beaucoup moins dans des pays comme la Chine, la Russie, quoi. Ce qui renvoie ensuite à ce vieux débat qui est, oui, mais pour désarmer, il faut que le premier accepte de désarmer. Et je crains malheureusement que nous soyons sortis de cette séquence.
Alors, on va passer à une autre point chaud, bien évidemment, du globe, un autre conflit qui nous préoccupe tous. C'est bien sûr ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et le Hamas, enfin, en tout cas ce qui se passe bien sûr à Gaza. Alors, je vous ai entendu dans des interviews montrer qu'il y avait un lien qui existait avec l'Ukraine. Est-ce que vous pouvez préciser en quoi, effectivement, entre ces deux conflits, il existe un lien, en fait? J'ai fait le livre. Le livre est construit sur. C'est un livre très court pour les raisons que j'indiquais, pour presque illustrer l'accélération. Mais c'est un livre que j'ai construit autour de 3 détroits, donc Taïwan, Hormuz, Bab el-Mandeb et le Bosphore, pour aussi montrer l'importance à la fois de ce que j'appelle les effets de bord entre ces 3 théâtres. Parce que je pense qu'en fait, on peut pas penser ces conflits en silo. Et effectivement, il y a un lien, à mon avis, ancien, enfin ancien, ça dépend, pas remonter, là. Mais il y a un lien très étroit entre la situation au Moyen-Orient et l'Ukraine. Alors pourquoi ? D'abord, vous avez eu l'élargissement de l'OTAN de 2004 qui s'est fait à 2 pays littoraux de la mer Noire, la Roumanie et la Bulgarie. Et à ce moment-là, 2004, c'est après 2003, et donc vous avez l'intervention anglo-américaine en Irak. Dans les milieux dans lesquels j'évolue, des centres de recherche, à ce moment-là, les Américains poussent une doctrine dite de stratégie d'accès. L'idée étant de dire, en fait, on va devenir dominant en mer Noire pour pouvoir avoir des facilités d'accès vers le Moyen-Orient. Donc déjà une connexion intellectuelle, si vous voulez, des 2 théâtres. Ça s'est pas du tout passé comme ça parce que la Russie a pris l'ascendant en mer Noire avec son intervention en Géorgie, avec la prise de la Crimée en 2014 et avec l'intervention en Syrie. C'est-à-dire que la stratégie d'accès depuis la mer Noire vers le Moyen-Orient, en réalité, c'est la Russie qui l'a utilisée. Donc ça, c'est le premier lien. Le deuxième lien, c'est que la nature ayant horreur du vide, à partir du moment où les États-Unis ont décidé de ne pas intervenir en Syrie en 2013, intervention qui devait être faite avec le Royaume-Uni et la France, donc 2 ans après la Libye, où déjà on se rendait compte des effets très déstabilisants de l'intervention en Libye, la Russie s'est précipitée pour sauver le régime de Bachar el-Assad et l'a fait en lien très étroit avec l'Iran. Donc ça, je rappelle. Donc vous voyez, ça, il y a un peu plus de 10 ans. Donc c'est un passé très récent. L'autre lien important, c'est le lien que j'indiquais, c'est-à-dire que les Iraniens sont devenus des soutiens de la Russie en Ukraine, qu'il y a une guerre aussi qui s'est jouée, auquel on a accordé très peu d'importance, mais qui a lieu au Caucase, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, où l'Azerbaïdjan est soutenu par la Turquie et Israël, alors que l'Arménie a été laissée à son sort, lâchée par les Russes, lâchée par les Européens, avec la perte du Haut-Karabakh récente. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que le Caucase, vous avez le nord de la frontière iranienne. Donc, vous voyez les effets de bord déjà que l'on peut décrire. Et puis l'autre élément qui me conduit à établir ce lien, c'est qu'il y a un effet d'aubaine pour la Russie avec le 7 octobre. Pourquoi ? Parce que c'est la démonstration d'un point de vue russe de principe du double standard dénoncé par la diplomatie russe, consistant à dire, écoutez, on ne comprend pas très bien, vous prenez des sanctions contre nous, contre un certain nombre, vous étant les Occidentaux, vous prenez des sanctions de manière presque pavlovienne contre nous. Tiens, c'est curieux, vous ne prenez pas de sanctions contre Israël qui colonise la Cisjordanie ou qui fait preuve d'une férocité dans sa réponse à l'attaque du Hamas sans limite à Gaza. Bon, et ça, évidemment, ça a un écho extrêmement puissant dans ce qu'on appelle désormais le Sud global. Et puis le dernier élément, c'est que vous avez eu un changement de pied de Moscou, qui était toujours dans une position très, très étroite avec les autorités israéliennes et avec le Hamas,
mais de reconnaissance du Hamas récemment, qui a été reçu à Moscou, et de prise de distance par rapport à Israël. Donc c'est pour ça que c'est ce qui se passe évidemment à Gaza a aussi détourné l'attention de l'Ukraine et laisse, à mon sens, donne plus de latitude politique à la Russie, laquelle Russie renvoie les Occidentaux à leurs contradictions dans leur soutien à Israël, montre que les Européens sont très, très divisés sur la question palestinienne, beaucoup plus divisés qu'ils ne le sont sur l'Ukraine, et enfin démontre que les 5 pays, enfin l'Occident, se réduit à 5 pays qui ont apporté immédiatement leur soutien au principe de légitime défense d'Israël, c'est-à-dire les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne et la France. Et donc, illustre le fait de ce rétrécissement occidental qui, encore une fois, à mon avis, est très partagé dans le rejet de l'Occident que ça traduit par le Sud global. Alors, une question vaste, difficile, sans doute de répondre. Comment est-ce qu'on peut imaginer obtenir un cessez-le-feu? Là, il y a eu aujourd'hui, vous le savez, là, pour le coup, les États-Unis, pour la première fois, ont fait une résolution pour demander un cessez-le-feu, donc qui a été rejeté par la Russie et la Chine. Mais qu'est-ce qui pourrait faire arrêter cette guerre? Je pense que la réponse, elle est en Israël. Ce qui peut arrêter cette guerre, c'est une rupture politique en Israël. Et donc on a un gouvernement Netanyahou qui comporte en son sein des éléments suprémacistes, qui se considère dans une guerre existentielle après le pogrom du 7 octobre, qui s'est fixé des objectifs maximalistes d'éradication du Hamas à Gaza, et qui le fait sans aucune mesure par rapport aux morts civiles, sans aucune retenue. Le principe fondamental, en fait, la très grande difficulté par rapport à une attaque terroriste, a fortiori une attaque terroriste militarisée, c'est ou la sous-réaction ou la surréaction. Voilà. Et donc Israël est très clairement dans la surréaction, au prix d'un isolement diplomatique de plus en plus visible, et je pense d'une perte de contrôle, d'une capacité d'influence américaine sur Israël qui est-elle presque nulle? Je pense qu'elle est en tout cas aujourd'hui très faible. Et donc ma réponse, elle est dans le choix politique des Israéliens, un choix politique qui est aussi orienté par la pente illibérale choisie par le gouvernement Netanyahou avant le 7 octobre, et évidemment renforcé par l'état de guerre, de mobilisation de l'ensemble du corps social. On a 300 000 hommes et femmes sous les armes. Et quand on discute avec les Israéliens, aujourd'hui, c'est sans limite à leurs yeux. Donc, ma réponse, je ne vois malheureusement pas d'autre réponse. Je pense que c'est uniquement par le corps social israélien que les choses peuvent s'arrêter, beaucoup plus que par les pressions internationales, parce que je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement de Netanyahou n'écoute personne. Avant que vous puissiez poser des questions, je vais poser une question qui m'est venue justement de vous, Monique, mais vous pouvez revenir là-dessus si vous le souhaitez. Je voudrais qu'on revienne un peu, qu'on se ressente sur notre Occident, sur notre Europe. Nous sommes dans un contexte électoral. Pour une fois, des enjeux internationaux absolument importants sont vraiment devenus des thématiques électorales, de débats. Tout le monde parle de l'Ukraine, de la Russie, de l'Europe. Et en même temps, alors qu'on voit qu'il y a une relative unité, je dirais, entre les gouvernements, vous devinez qu'avec mon accent, je ne suis pas bien français, vous savez que je suis suédois, je peux vous dire que dans le nord de l'Europe, les propos de Macron sont plutôt appréciés, hein, donc tout le monde n'est pas contre Macron, juste à titre d'exemple. Et par rapport à l'Ukraine, il y a une relative unité. Néanmoins,
il y a aussi beaucoup de partis nationalistes, populistes, d'extrême droite, de droite tout court, qui hésitent, qui sont même carrément contre l'aide fournie à l'Ukraine. Ces partis-là vont faire un score important. Ils ne sont pas tous d'accord entre eux, hein, attention, hein, sur la Russie. Hein. Chez nous, l'extrême droite est plutôt contre la Russie, entre parenthèses. Mais néanmoins, ils vont faire un score important, semble-t-il, selon les sondages. Est-ce qu'il y a un risque de division quand même en Europe face à cet enjeu géopolitique crucial? Et d'ailleurs, les risques de division en général, parce que jusqu'à présent, ça a tenu. Bon, vous avez raison de rappeler que ce qu'on appelle l'extrême droite au Parlement européen est déjà divisé en 3 groupes distincts et que le rapport à la Russie et aux États-Unis est un clivage, à mon avis, qui restera parmi ces 3 groupes et qui rend très difficile leur entente politique. Alors, ils vont probablement augmenter leur nombre de sièges, dans les proportions, je ne sais pas quelles sont-elles. Donc, ça veut dire qu'on aura, à mon avis, un phénomène de prochain Parlement, davantage de gens, on va dire, populistes, souverainistes, en fait, dans une approche très transactionnelle. Je pense qu'on va accentuer l'approche transactionnelle. Avec des comportements politiques, on va générer beaucoup de petits Trump ou de clones d'Orban, c'est-à-dire que chacun va... Le principe, en fait, de tout devient transactionnel va se systématiser. La question, à mon avis, assez fondamentale, c'est quelles sont les forces politiques qui, vraiment, au-delà des extrêmes, envisagent de revenir sur la supériorité du droit européen par rapport aux droits nationaux. Et on entend des forces politiques traditionnellement favorables à l'Europe qui l'envisagent, sur des questions comme questions migratoires, par exemple. Donc ça, c'est évidemment un affaiblissement du projet européen tel qu'il a été conçu. Ensuite, bon, il y a les élections du mois de juin et puis il y a l'élection du mois de novembre aux États-Unis. Et donc, en réalité, une bonne part de l'avenir du continent, à mon avis, se joue avec les élections américaines. Et c'est à ça qu'il faut se préparer en réalité. Pour les raisons que j'indiquais déjà, que je ne vais pas reprendre. Sur le choix ensuite de l'exécutif européen, sur les rapports entre la Commission, le Parlement, le Conseil. C'est inutile de spéculer à ce terme. Ce qui me semble très important aujourd'hui, c'est quand même l'état de la relation entre la France et l'Allemagne, qui est une relation, une Allemagne qui en fait est plus importante à mon sens pour la France que la France ne l'est pour l'Allemagne, sur le plan économique en particulier. Sur le plan stratégique, effectivement, des positions prises par la France qui gênent très fortement Berlin, qui trouvent un écho. Vous mentionniez la Suède, laquelle a rejoint l'OTAN, a abandonné son statut de neutralité comme la Finlande, et qui comprend très bien la menace russe pour des raisons à la fois historiques et aussi pour des raisons beaucoup plus récentes de comportement de la Russie à son égard. Est-ce que cela... en fait, votre question, c'est est-ce que l'Union européenne va continuer à se construire dans une opposition à la Russie ? Ou est-ce qu'elle va se déliter à cause de son rapport à la Russie ? Je ne sais pas répondre, très franchement. Je ne sais pas répondre parce que il y a 2 choses. Je pense qu'il y a la compréhension par l'ensemble des pays européens qu'ils doivent faire plus pour... en fait, il faut arrêter de parler d'Europe de la défense et qu'il va falloir de plus en plus parler de défense de l'Europe. Donc ça, je pense que c'est de plus en plus partagé. En revanche, ce que je n'exclus pas, c'est que s'il y a un changement de pied radical de l'administration Trump, alors après, il faut voir les effets, etc., mais je pense que ça se traduira par des tentatives bilatérales de réassurance bilatérale auprès des États-Unis. Je note que la Suède, qui rejoint l'OTAN, a aussi, de manière bilatérale, signé un accord avec les États-Unis. Très bien. Alors, l'heure, il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, on va passer les micros dans la salle. Je pense que c'est Julien, peut-être, on peut peut-être aussi... Oui. On a
une question en ligne qui concerne assez directement ce que vous venez de dire, Thomas Gomard, et donc je vous la pose directement. Voici ce que dit l'auditeur, auditrice. Si, à l'issue des élections américaines, Donald Trump, supposé élu, décidait de sortir de l'OTAN, comment la France, seule puissance nucléaire de l'Union européenne, pourrait-elle être le parapluie de ses voisins tels que les pays baltes, la Finlande ou la Pologne? Bon, ça c'est une très bonne question. C'est ce qu'on appelle tout le débat sur la dissuasion dite élargie. Il y a un certain nombre non pas d'évolution dans le discours de la Première République, parce qu'en réalité la prise en compte de l'Europe dans la définition de ce qu'on appelle les intérêts vitaux, lesquels sont à l'appréciation ultime du président de la République, hein, c'est notre principe constitutionnel fondateur, fait qu'effectivement ce débat pourrait se reposer dans le sens que vous indiquez, avec quand même une limite assez immédiate, c'est que c'est très difficile de faire de la stricte suffisance et de la dissuasion élargie. Pour le dire autrement, si vous voulez faire de la dissuasion élargie, vous avez besoin de plus d'armes, et donc vous êtes obligé de rentrer dans une logique de réarmement nucléaire qui n'est pas du tout l'optique que nous avons suivie depuis des années. Voilà. Merci beaucoup. La parole à la salle. Oui, vous dites la Finlande, les Pays-Baltes et la Pologne. Vous dites la Finlande, les Pays-Baltes et la Pologne. Vous ne parlez pas de la Hongrie? Je peux en parler si vous voulez, monsieur. Parce que Orban, il n'est pas... on ne sait pas trop, hein? Non, vous avez raison, il y a un positionnement spécifique de la Hongrie au sein de l'Union européenne, transactionnel, comme je le disais, dans un rapport aussi qui reste maintenu avec la Russie, hein, puisque les ministres hongrois vont encore à Moscou. La Hongrie envisage aussi d'acquérir du nucléaire civil russe, accueille beaucoup d'investissements chinois. Donc il y a une spécificité de la Hongrie, puis il y a aussi une spécificité idéologique de la Hongrie dans le rapport notamment aux migrants, à l'identité européenne, qui est extrêmement importante à prendre en compte, avec aussi des mesures prises par la Commission contre la Hongrie, et qui sont souvent différées parce qu'in fine, on attend que Orban sorte de la pièce pour dire qu'on va soutenir l'Ukraine. Bon, donc c'est devenu une sorte un peu de théâtre. Bon. Mais le point important, au-delà de la Hongrie, c'est le fait que les élargissements de l'Union européenne, en particulier ceux de 2004, c'est fait à des pays qui redécouvrent le fait d'avoir une politique étrangère et de l'avoir dans un cadre de l'Union européenne. Et ça, c'est très grisant, en fait. Et donc, pour ces pays-là, qui sont dans l'Union européenne depuis 20 ans, ou dans l'OTAN depuis à peu près 20 ans, ça leur donne un effet levier tout à fait démultiplié, et ils ne vont évidemment pas se priver d'essayer d'exister au sein de l'Union européenne, bénéficiant notamment des fonds structurels, et aussi désireux de mettre fin à cette idée d'une Union européenne qui serait conduite par l'entente ou la mésentente franco-allemande. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut, dans une Europe à 27, et a fortiori c'est davantage, il faut apprendre à gérer des trublions, hein, et ensuite être toujours dans une logique de coalition ad hoc, qui font que ça peut sembler parfois un peu désespérant, mais malheureusement on n'a pas tellement d'autres solutions que c'est aussi la beauté du projet européen, c'est que qu'on soit un petit pays ou un grand pays, on a la même voix au chapitre.
Oui, dans cet échiquier de rivalité, comment situez-vous la rivalité sino-américaine? Est-ce que ce qui est en train de se passer avec le prétexte Taïwan risque de détourner complètement l'attention de la zone ukrainienne, de la zone du Moyen-Orient, en ouvrant un troisième conflit? Voilà, comment introduisez-vous ces pions-là, en quelque sorte, dans l'échiquier? Merci pour votre question. Alors, effectivement, je consacre un chapitre à Taïwan. En m'intéressant aussi à un aspect géoéconomique, c'est-à-dire que par le détroit de Taïwan transitent évidemment beaucoup de flux commerciaux, mais en particulier les microprocesseurs, les puces électroniques qui sont au cœur de la mise en données du monde et qui sont produites à plus de 80% à Taïwan, au Japon et en Corée du Sud. Et en particulier Taïwan est leader de très loin pour les puces les plus sophistiquées. Donc une rupture, des très grandes difficultés dans le détroit de Taïwan, au-delà des flux commerciaux traditionnels, aurait aussi un impact immédiat sur la dimension puce numérique. Alors la relation sino-américaine, évidemment, c'est structurant, hein, 40% du PIB mondial, 40% des émissions mondiales de CO2. Donc on peut tous se mettre à faire du vélo, ça ne changera pas grand-chose s'ils ne s'entendent pas. Enfin, je suis cycliste, hein, donc... mais 1000 milliards de dépenses militaires cumulées par an. Enfin, voilà. Donc il y a quelque chose de tout à fait structurant. Et deux pays aussi qui, en fait, sont les deux seuls aujourd'hui à être vraiment globaux dans leur approche du monde. La force des États-Unis, c'est d'imposer aux autres le global. Et ben, les Chinois relèvent le gant, en quelque sorte. Et leur projet de la Belt and Road Initiative, même si elle a connu quelques avanies, illustre assez bien cette ambition globale comme réponse au système d'alliance américain. Alors, sur la dimension de Taïwan, écoutez, c'est écrit, puisque le principe idéologique de la République populaire de Chine, c'est, entre guillemets, la réunification avec Taïwan. C'est présenté comme ce qui doit advenir. Sous quelle forme? Est-ce que c'est par voie de force directe? Est-ce que c'est de manière beaucoup plus lente? Est-ce que c'est par évolution politique? Tous les scénarios sont sur la table. Ce qui s'est quand même passé, c'est que Taïwan a acquis sa propre identité politique. Est un régime qui, depuis la fin des militaires, connaît l'alternance politique. Et les Taïwanais, évidemment, ont suivi de très près ce qui est arrivé aux Hongkongais. Donc un pays de système, dans le cas de Hong Kong, c'est surtout un pays à la fin. Enfin, c'est surtout un parti communiste chinois, fort de ses 80 millions de membres et ses 20 millions de cadres, et qui est l'organisation la plus sélective au monde et la plus opaque. Donc sur ce que ça produirait, écoutez, je ne sais pas vous répondre comme ça. C'est un travail sur lequel l'ensemble des centres de recherche réfléchissent. Là, je rentre d'un séjour au Japon, évidemment, tout le monde évoque ces possibilités. Est-ce que c'est 2027? Toute tension dans le détroit de Taïwan est immédiatement, se ressent bien au-delà de la région. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une convergence très forte aux États-Unis entre des républicains et démocrates pour faire de la rivalité avec la Chine la priorité. Et que la particularité de cette relation avec la Chine, c'est que c'est à la fois une interdépendance économique très étroite. Il n'y a pas eu de découplage, contrairement à ce que Donald Trump annonçait, mais une interdépendance économique qui est assise ou sur laquelle repose, je ne sais pas dans quel sens il faut voir les choses, une rivalité stratégique, une compétition de puissance assumée de part et d'autre, mais à mon avis, qui risque de s'observer sur des zones tierces, dont l'Europe. Je pense que l'Europe est un des théâtres sur lesquels la lutte d'influence sino-américaine se joue. Merci beaucoup. Une question en ligne maintenant. Les intervenants sud-africains ont prononcé des accusations très dures contre Israël. Pourquoi cette passivité de l'Europe face à ce désastre sous nos yeux ?
C'est une excellente question. Je vais répondre peut-être de manière trop... Je voudrais choquer personne dans la réponse, hein, mais c'est une piste de réflexion que je voudrais partager avec vous. Je pense que notre culture politique, notre culture philosophique en Europe, post-1945, c'est fondamentalement la mémoire de la Shoah. Et c'est évidemment décisif pour un pays comme l'Allemagne. Ça l'est aussi pour nous, hein, c'est-à-dire tout ce travail de mémoire que nous avons fait. Donc c'est cardinal en fait dans la culture politique européenne aujourd'hui. Et cette mémoire de la Shoah se heurte à quelque chose qui est cardinal ailleurs, qui est la mémoire du colonialisme. Et je pense que ce choc explique beaucoup peut-être de l'absence de réaction soulignée par votre auditeur ou votre auditrice. Mais c'est quelque chose de très profond en réalité, dont j'ai pris conscience lors d'un séminaire au Maroc, où voilà, je me suis fait la réflexion d'intervenir par rapport à cette mémoire de la Shoah constitutive et d'avoir des interlocuteurs pour lesquels ça ne revêtait pas le même caractère prioritaire et pour lesquels la mémoire de la colonisation était évidemment prioritaire. Ensuite, il y a le fait que les Européens se sont, à l'instar d'ailleurs des monarchies des pays arabes, hein, se sont volontairement détournés de la question palestinienne. Il y a eu un effet d'éviction de la question palestinienne, qui est d'ailleurs aussi le fruit de la diplomatie israélienne, qui a œuvré en ce sens, qui fait que la question palestinienne sur laquelle les Européens intervenaient beaucoup, hein, la solution, rappelez-vous notamment de la position de François Mitterrand, la solution à deux États, il y avait un investissement diplomatique européen permanent en l'espèce qui s'est progressivement évaporé. Et donc le Hamas remet la question palestinienne au sommet de l'agenda international et fait que nous nous retrouvons dans une situation où le héros de la cause palestinienne, hein, paradoxe historique, c'est l'Iran chiite. Donc ça c'est effectivement très déstabilisant. Et puis ensuite il y a des effets aussi d'impuissance par rapport d'impuissance pour retenir le bras israélien, pour dire les choses très simplement. En parlant de l'Europe, de l'Ukraine, vous avez parlé à un moment de son désarmement, il y a eu un mémorandum de Budapest dont je ne connaissais pas l'existence et que donc l'intégrité de ces frontières était garantie notamment par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Est-ce que cela explique la rapidité avec laquelle la Grande-Bretagne soutient l'effort de guerre et pourquoi cette question-là alors n'émerge pas dans le débat aux États-Unis? Et ma deuxième question serait de dire, vous avez bien parlé que en Europe, au niveau militaire, on faisait dans l'échantillonnage. On n'avait pas prévu d'avoir besoin de quantité d'armes, donc on comprend que ça change aujourd'hui. Et on voit à nouveau les Européens se diviser entre Macron qui veut lancer un emprunt européen, ce qui pour les Allemands et mes compatriotes néerlandais est difficile à entendre parce qu'on pense encore que l'argent va être dépensé. Pourtant, il pourrait le contrôler, me semble-t-il, mais voilà. Et d'autres qui suggèrent d'utiliser les intérêts des avoirs russes qui sont gelés en Europe. Et c'est là que j'ai eu la surprise d'entendre un Premier ministre autrichien dire qu'il était neutre et qu'il ne pouvait pas accepter qu'on utilise cet argent pour des armes. Donc, est-ce que vous voyez quand même que l'Europe, qui de toute façon ne progresse que à travers des crises, peut encore progresser sur ce terrain-là? Parce que c'est un peu, si on perd autant de temps, je ne suis pas sûr qu'on a encore le luxe de perdre du temps. Notre manière de voir les choses, c'est que si l'Europe progresse par les crises, on est sûr qu'elle va beaucoup progresser dans les années à venir. On peut le voir aussi comme ça, en fait. Non, c'est pour essayer d'être optimiste en fin de journée, parce que c'est vendredi, et voilà.
Alors, sur votre première question, elle est très importante. Pourquoi ? Parce qu'on a oublié une chose dans toute la lecture, la relecture de la guerre d'Ukraine. On entend beaucoup de choses fausses, en fait. Mais je crois qu'il faut rappeler que l'URSS tombe le jour où les Ukrainiens votent pour leur indépendance, en décembre 1991, à plus de 90%. Et à plus de 50% en Crimée. Parce que je me suis entendu dire par des personnalités éminentes que, évidemment, la Crimée avait toujours été russe. Ce à quoi j'étais obligé de répondre, aller demander ça au président Erdogan, par exemple. Enfin, bon. Je ferme la parenthèse. C'est-à-dire qu'on a aussi, à mon avis, dans la guerre d'Ukraine, et en particulier en France, probablement aussi en Allemagne, une lecture très grand russe de l'histoire européenne, est-européenne. Est-ce que le mémorandum de Budapest explique la réaction britannique ? Je ne sais pas répondre. J'ai envie de répondre probablement. Ce qui est certain, c'est que, en termes de culture stratégique, la lecture de ce qui se passait a été très différente entre Paris et Berlin d'une part et Londres d'autre part. Pour des raisons qui tiennent un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a une tradition française du défaitisme qui renvoie à 40, qui n'existe pas au Royaume-Uni. Voilà. Et donc, de manière assez spontanée, on est plus enclin au Royaume-Uni à défendre les Ukrainiens qu'on ne l'était à Paris, je pense, pour des raisons presque indicibles en fait. Idem à Berlin, évidemment. Et puis, il y a eu, ça c'est ce que j'exprime là, c'est formalisé dans le fait que quand vous lisez la revue stratégique britannique de mars 2021, il est écrit noir sur blanc, la principale menace pour la sécurité européenne s'appelle la Russie. Bon. C'est pas du tout ce qu'on écrit en mars 2021 à Paris et à Berlin. Donc voilà, c'est un élément de réponse à votre question. Et oui, vous avez eu entre 2014 et 2022 un soutien militaire apporté à l'Ukraine par le Royaume-Uni, par le Canada, par les États-Unis, pendant que Paris et Berlin continuaient le processus de Minsk pour essayer de faire en sorte que à la fois la Russie et l'Ukraine mettent en œuvre les accords qu'ils avaient signés à Minsk. Donc il y a une différence effectivement d'approche. Sur votre seconde question, le manque de temps, les crises, et ce qu'on peut faire, il y a une chose qui est quand même, si vous voulez, une manière de poser le problème est la suivante, c'est que les Européens, de manière, si vous additionnez, sont à 260 milliards de dépenses militaires annuelles. Donc c'est considérable en réalité. Mais qu'est-ce qu'ils arrivent à produire comme sécurité à leur flanc en fait ? Pas grand-chose, parce que la majorité d'entre eux ne conçoit sa sécurité et sa défense que dans le cadre otanien. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire que n'interprétez pas mon propos comme une sorte de rejet français de l'OTAN, c'est pas du tout ça, mais ça veut dire qu'en fait il y a très peu de pays. Il n'y a que la Turquie et la France, et évidemment les États-Unis, qui sont capables au sein de l'OTAN de concevoir leur défense et leur sécurité à la fois dans l'OTAN et en dehors de l'OTAN. Et ça, c'est très important parce que le fait d'être dans l'OTAN a permis à un grand nombre d'Européens, en particulier à l'Allemagne, de complètement sous-investir sur sa défense et sa sécurité pendant des décennies. Et le réveil est d'autant plus douloureux. Donc la question, c'est est-ce que les Européens considèrent, c'est la question de novembre prochain, sont-ils capables de se substituer au soutien américain ? Et je ne sais pas répondre à cette question. Merci beaucoup. Il nous reste le temps de prendre une question, je crois. Maurice, tu avais levé la main tout à l'heure ? Merci. Moi, je voudrais vous remercier pour la tonalité de cette conférence et de l'animation que les journalistes de la vie ont pu amener, parce que je trouve que vous avez des convictions et pas de certitudes. C'est-à-dire que
je trouve que assez souvent sur les antennes ou même dans la presse, on lit des informations de généraux, de journalistes qui savent que ça va se terminer dans 3 mois par la victoire des uns et des autres, etc. Alors qu'on a vu par vos propos que vous aviez une relativité évidente par rapport à l'issue de ce qui va se passer. Il n'y a pas de certitude encore. Et je trouve que c'était chouette. Deuxièmement, est-ce que les résultats des prochaines élections européennes en France, enfin en France notamment, mais au niveau européen bien sûr, peuvent avoir encore de l'incidence sur le sort de l'Ukraine? Bon, merci pour vos commentaires initiaux. Oui, je pense, et vous l'avez relevé dans votre propos, c'est que le mérite de cette campagne électorale, même si elle va être très très dure parce qu'on a une dégradation de l'espace public, mais le fait de parler de l'Ukraine nous pose des questions assez fondamentales en réalité. Et ça, je pense que c'est la force des régimes démocratiques d'organiser le dissensus. On peut voir dans le débat sur l'accord franco-ukrainien une démarche politicienne de la part du président de la République, mais enfin ce débat a eu lieu. Bon, et il a permis de voir que LFI a voté contre. Donc ça veut dire quelque chose de très fort quand même. Contre un accord de sécurité franco-ukrainien. Le Rassemblement national s'est abstenu, ce qui veut dire aussi quelque chose de très fort. Et puis il y a une vingtaine d'autres parlementaires, notamment des républicains, qui se sont abstenus. Et donc après, c'est la conviction que l'on a dans le débat démocratique comme manière de à la fois poser le dissensus et créer du consensus, et puis de s'adapter à des situations. Alors c'est trop long, c'est pénible. Quand on participe à une assemblée générale de copropriété, on croit assez peu à la démocratie. Mais enfin, à partir du moment où on considère que c'est notre culture politique et qu'on y est attaché, moi je suis de ce point de vue-là effectivement optimiste dans le sens où je pense que cette campagne peut nous permettre d'avoir des débats qui vont être très difficiles, très, très, très tendus probablement, mais qui portent sur des questions fondamentales. Genre, j'aime pas le terme existentiel, là, je n'ai pas répondu sur le président de la République qui utilisait le terme existentiel. Je pense que on n'est pas, nous Français, dans une situation existentielle. En revanche, la sécurité européenne à travers ce qui se passe en Ukraine est directement en question. Merci infiniment. Merci Thomas Gomart. Merci à vous qui êtes venus, merci à celles et ceux qui nous ont suivis donc, grâce à la visio. Je rappelle que 2 ouvrages au moins de Thomas Gomart, les 2 derniers à tout le moins, sont en vente à la sortie avec possiblement une petite signature. Voilà. Merci encore.